ses valeurs et finalement une activité industrielle. Alors justement, donc, je vais te laisser la parole. Je sais que tu as bien préparé, je vais t'accompagner et surtout là on va avoir encore une notion qui est un fil rouge, mais là encore la notion de temps pour ces démarches qui est toujours quelquefois un petit peu compliquée, qui est bien, pas bien, de toute façon il faut prendre du temps, il faut aller vite, mais je vais te laisser la parole. Merci. Déjà, je vais vous remercier pour vos témoignages parce que au fur et à mesure que j'écoutais, j'étais en train de me dire oh là là, je suis vraiment loin de tout ça. Et en fait, finalement, vous m'avez permis de me rendre compte de tout ce que je faisais bien dans mon entreprise, tout ce qu'on faisait bien et dont on n'a pas conscience. Et ça, c'est un message que je voudrais faire passer, c'est qu'en fait, il y a plein de petites choses qu'on fait au quotidien, qu'on ne voit plus, c'est normal. Et c'est bien pour nous, pour la planète, pour les équipes, etc. Et de temps en temps, se rappeler de ça, ça ne booste pas. Donc effectivement, moi je suis une industrielle. C'est une société qui est on était allemand, c'était la filiale française d'un groupe allemand, le groupe Kunk. Filiale dont j'ai pris la direction en 2011 et que j'ai rachetée en 2013. Nous avons deux métiers, un métier qui est d'être distributeur, c'est-à-dire revendeur de composants pneumatiques standards, et un métier de fabricant de vérins et de systèmes pneumatiques. Nous sommes 15, donc une TPE, basée à côté de Rennes. Je vais te laisser aborder tout d'abord, comme pu faire Diane et Richard, voilà, le fait déclencheur. Qu'est-ce qui est là, c'était, bon, j'ai plus envie de travailler comme ça, il y a aussi un constat vis-à-vis de la planète. Là, c'était aussi un souhait par rapport à essayer d'avoir une adéquation entre ses valeurs et puis finalement son entreprise, ses activités. Et toi? Alors en fait, moi, le fait déclencheur, il était économique dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on évolue sur un marché qui est très concurrentiel, la pneumatique, avec vraiment toujours ces logiques de volume et ces spirales infernales vers le bas, du prix toujours plus bas, tout ça. Et en fait, je me suis souvenu que à la base, quand on a été créé, nous, Kunk France, on avait un élément de différenciation qui était le service client. Et qu'est-ce qu'on appelait chez nous le service client? C'était des produits livrés en 24-48 heures, fabriqués, des produits atypiques, fabriqués sur mesure, des faibles volumes, et on était des experts de la pneumatique. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on a grossi, j'ai eu le sentiment qu'on perdait cette singularité. Et du coup, mon constat, c'était que non seulement, effectivement, on le perdait, mais en plus, on était loin des utilisateurs finaux, puisqu'on travaillait essentiellement avec des constructeurs de machines et des distributeurs, des gens qui revendaient nos produits et qui ne les connaissaient pas forcément. Du coup, on n'arrivait pas à avoir les vrais enjeux fins des utilisateurs, les vrais besoins. Et là, je me suis dit, il faut faire autrement. Il faut retrouver notre singularité. Donc, vous voyez, c'était vraiment très économique à la base. Et l'objectif, c'était de se dire, bon, c'est quoi notre raison d'être? On sert à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on va être différent? Et qu'est-ce qui fait qu'on va retrouver notre singularité pour sortir de cette logique de volume et arrêter de parler toujours de prix, de prix, de prix, de prix? Il n'y avait pas que ça. On était mieux qu'un prix. Et donc, du coup, l'idée, on formalisait la raison d'être, on communiquait dessus, et après, on pouvait décliner de nouvelles choses et on retrouvait une place active et comment on peut dire valorisante. Voilà. Et donc, du coup, là, on a intégré le programme d'économie de la fonctionnalité et de la coopération de chez Matera. Et au début, pour moi, ça a été de la curiosité. Parce que, en fait, je voulais voir ce qui se faisait ailleurs. J'évoluais dans mon milieu bien industriel, bien ancré. Je suis partie de la Fédération des industries mécaniques, etc. J'ai pas mal de réseaux. Et je me dis, tiens, ça serait intéressant de faire un pas de côté et de réfléchir autrement. Et donc, ça me permettait d'avoir une ouverture d'esprit et ça me permettait aussi de comprendre pourquoi on faisait ça comme ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, finalement, on faisait comme ce que tout le monde a toujours fait, sans vraiment se poser la question. Et là, ça allait plus. Et j'avais besoin de me poser la question. Et du coup, j'en ai profité pour faire un projet société.
on venait de sortir du programme Industrie du futur, pas entreprise du futur, mais industrie du futur, puisqu'on se positionnait entre l'artisan et l'industriel. Et donc, ça permettait de rentrer sur un nouveau programme, d'impliquer les équipes, etc., etc. Parce que chez nous, tout est en mode projet, société, et toutes les équipes sont toujours intégrées dans tout. Voilà. Et du coup, on a défini notre raison d'être. Et là, on a fait un atelier d'un après-midi, on a fait venir quelques clients. Et on s'est posé la question, on sert à quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qui manque à la planète si on n'est pas là? Eh bien, en fait, le résultat a été assez bluffant. Il y avait la moitié de l'équipe et quelques clients, et tout le monde a joué le jeu, et tout le monde était intéressé. Et quand j'ai appelé certains clients pour leur demander de participer, de me consacrer un après-midi de leur temps, eh bien, ils ont été tout de suite partants. Et là, on se dit, c'est sympa, ça veut dire qu'il y a des moyens de travailler ensemble. J'entendais pas mal parler de coopération, je ne voyais pas trop ce que c'était. Ah, là, il y avait des choses qui arrivaient. Et puis, après, on a fait l'inauguration de notre nouveau bâtiment. On avait monté un nouveau bâtiment il y a un an. Et donc, au mois de septembre, on a inauguré ce bâtiment. Et là, l'objectif, c'était de présenter notre bâtiment qu'on appelle le FABCOM, fabrication, commercialisation, c'est un nom plutôt sympa, FABCOM. On a présenté nos différents métiers. On a questionné nos clients. Tous les clients qui sont venus après, à la fin de la visite, ils ont fait un rapport d'étonnement. Et on a fini par un work café pour exposer notre raison d'être et pour savoir comment ils l'intégraient et ce qu'ils imaginaient qu'on pouvait en faire pour avoir un petit peu plus de concret. Alors je vais te couper, justement c'est quand même une démarche un peu particulière dans l'industrie, quand même d'aller demander à ses clients qu'est-ce que vous pensez. Participer, c'est quand même une coopération avec les parties prenantes. C'est quand même pas une démarche qui est simple, finalement on met tout sur la table, c'est quand même pas évident. Et comment tu as pu mettre ça en place et comment tu l'as vécu? Alors au début j'avais peur parce que je m'étais dit, non, ils ont leurs propres problèmes à eux, ils n'ont pas à gérer les miens. Et en fait, non, c'est très positif, ça donne confiance, ça crée du lien, un lien supplémentaire qui est autre que la relation client-fournisseur, je te présente mon nouveau vérin, etc., etc. Ça met dans une dynamique de relation autre avec vraiment un beau niveau. Un niveau de relation humaine, du lien. On crée du lien. Et pas que un prix, un vérin, un machin. Voilà. Très bon. J'ai juste... Il faut que la gestion du temps, c'est pas mon truc. Je pense que tu as encore des choses à dire, si tu peux. Et vas-y, et après je rebondirai sur une question. Alors, dans les choses que j'avais à dire, c'est qu'en fait, tout ça, ça n'a pas été si simple que ça. D'abord, nous, ça fait qu'un an qu'on est dans le truc, c'est pour ça qu'on est beaucoup moins avancé que vous. Mais par contre, on a quand même fait des choses super sympas en un an. On a rencontré des difficultés, ça c'est sûr, et vous en avez parlé. Une des difficultés, c'est d'être au bon niveau. Au bon niveau, non seulement de ses clients, de son marché, parce qu'il n'est pas toujours capable d'absorber les nouveautés, mais aussi de son équipe. Parce que moi aussi, je vais rigoler, parce que des fois, j'entends « Ah, qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir ?» Elle revient 3 jours de séminaire, ça y est. Et effectivement, être toujours au bon niveau et dans les bonnes attentes. Et ça, c'est pas évident. Et ce qui est très difficile aussi, c'est que là, dans ce genre de choses, on ne sait pas spécialement où on va. Au début, quand je suis rentrée dans le programme, je me suis dit, c'est plus de services, de la conception à la fabrication, tatata. Et puis là, un an après, je suis dans quelque chose de complètement différent. C'est pas formel, c'est pas formalisé. Pour l'instant, c'est vraiment à l'état d'ébauche. Mais jamais j'aurais imaginé pouvoir faire un truc comme ça. Et je me surprends à rêver de nouveau. En tant que chef d'entreprise, à emmener ma société dans un endroit, une autre sphère, un truc un petit peu plus élaboré que simplement vendre, produire toujours plus. Et puis tout ça en appauvrissant la planète. De toute façon, à un moment donné, on ne va pas pouvoir continuer à faire comme ça. Donc il va falloir que les gens de la profession, ils le fassent aussi. Il va falloir qu'ils bougent. Il va falloir qu'on fasse autrement. Et donc, qu'on répare, qu'on recycle, il y a plein de pistes. Et ça, il y a un an, jamais j'aurais cru avoir toutes ces idées-là. Et les autres,
le changement, eh ben, moi je dirais qu'il y a même des gens qui ne veulent pas changer. J'irais jusque-là, parce que c'est pas possible. Et ils sont complètement tétanisés. Et donc, du coup, aller à leur rythme. Et il y a des fois, il faut savoir repartir avec ces petites idées, parce que votre équipe, elle n'est pas prête. Et si vous ne voulez pas que votre projet il avorte, si vous ne voulez pas qu'il meure dans l'œuf, vous êtes bien obligé de vous adapter, de prendre le temps de les amener au changement. Et ça, c'est long, ça demande de l'énergie, mais c'est passionnant parce que finalement, ça marche. Si vous êtes un peu convaincu du truc, ils vous suivent naturellement. Mais ça demande du temps, vous ne pouvez pas y aller, sinon vous prenez le mur, c'est sûr. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? J'aime pas du tout parler en public, je crois que ça se voit. Non, ça se passe pas bien. Concrètement, pour moi, personnellement, c'est une super évolution en tant que personne, en tant que dirigeante, parce que j'ai le sentiment de porter un projet, j'ai le sentiment d'aller sur des choses qui n'existent pas encore. Donc ça, c'est valorisant pour moi. Mais pour ma société, concrètement, il y a des trucs qui sont dans le tuyau, et ça, c'est super. Et en fait, non seulement on est une entreprise qui bougeons, mais en plus, nous, on est une TPE. Et généralement, on est tout le temps en train de se dire « Ah ben non, mais nous, on est trop petits, on ne peut pas faire des choses. » Eh ben non, c'est pas vrai. C'est les petits cours d'eau qui font les grands rivières. Et c'est grâce à tout ça qu'on va avancer. Et c'est grâce à tout ça que le monde va changer et qu'on va y arriver. Ce que je trouve intéressant de témoignage, c'est que vous parlez de votre entreprise, de ce que vous avez fait en entreprise, mais c'est aussi que finalement, il y a peut-être un effet d'entraînement sur d'autres entreprises. Vous avez parlé de vos clients. Et l'énergie que vous déployez dans ce que vous avez fait chez vous, est-ce que ça s'est suivi par des effets chez les clients, par exemple? Alors, pas tout à fait, mais ça va pas tarder parce que pour l'instant, je ne les ai pas encore emmenés avec moi. Par contre, je fais partie de différents réseaux, dont le club des entreprises du pays de Château-Giron, dont je fais partie, et où on a un vrai problème de traitement des déchets, parce qu'on est trop petits, nos déchets ils sont pas valorisables, gna gna, ça nous coûte une fortune. Et là, en fait, je suis en train de mettre tout en place un truc pour valoriser tout ça et créer une coopération. Donc, pour l'instant, c'est nouveau. Mais c'est parti, quoi. De toute façon, on va pas y arriver. On va pas pouvoir continuer à faire comme ça. Donc ceux qui ne veulent pas changer, ils ne changeront pas. Mais moi, en attendant, ce que je veux, c'est que mon entreprise, elle prenne le train pour rester sur le quai de la gare. Et donc c'est ça l'entreprise du futur, c'est qu'on ne sait pas forcément où on va. Mais il y a un truc nouveau qui va marcher. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Et donc, alors je crois que les questions, on les pose plutôt à la fin. Hein. C'est ce qu'on avait dit. De toute façon, les témoins sont partis, donc ça peut. Et donc, on va reprendre le fil de l'organisation au top que nous avons mise en place pour la conférence. Et je vais appeler le conférencier de la soirée, donc Aurélien Pasquier, que je vous demande le nom d'appeler. Donc Aurélien, je vais te présenter en vitesse à notre audience. Donc tu diriges une agence de marketing et de communication basée à Rennes, l'agence Everest, donc une entreprise que tu as créée en 2004. Mais tu es aussi et surtout, ce qui nous amène à te voir ce soir, donc tu es le fondateur d'Imatera Bretagne. L'aventure Imatera, qu'est-ce que c'est? Donc pour la plupart d'entre vous, j'ai jamais entendu peut-être parler d'Imatera, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça a démarré il y a 6 ans dans le sud de la France, à Grasse, près de Nice, avec une démarche d'entrepreneurs locaux, d'après ce que vous avez compris, avec une démarche aussi d'un chercheur, je crois, qui est impliqué dans sa réflexion. Ensuite, Imatera s'est développé d'abord en Bruxelles, donc en Belgique. Et puis depuis maintenant 2 ans, donc Imatera est également présent à Rennes pour accompagner donc des entreprises bretonnes, avec d'ailleurs une action qui est soutenue par la région Bretagne, également par l'ADEME, qui est notre partenaire aussi sponsor ce soir. Et donc pour un accompagnement individuel des entreprises, mais également pour des actions de sensibilisation, comme on le fait ici ce soir, pour les entreprises du bassin de Saint-Brieuc.
Donc, Imatera active et facilite les transitions vers des modèles économiquement vertueux et durables auprès des acteurs économiques. Et je vais donc te laisser maintenant la parole pour que tu puisses inspirer de tes convictions tous les entrepreneurs présents ce soir en complément des 3 premiers témoignages qui étaient déjà très inspirants. À toi, Aurélie. Bonsoir, merci beaucoup d'être là, de bouger pour essayer peut-être justement de faire bouger les choses. Et puis, waouh, aux 3 dirigeants qui viennent de passer parce que c'est vous qui faites les choses. Et, bravo pour ces premières étapes. Donc, Imatera, voilà, qui accompagne individuellement, mais surtout collectivement, parce que chacun des 3 entrepreneurs, juste avant, on a parlé, c'est souvent parce qu'on est ensemble qu'on arrive à changer. Parler d'entreprise du futur, voilà, donc on a la recette, vous en faites pas, à la fin il y a une petite fiche et vous pourrez voir et cocher est-ce que vous êtes dans l'entreprise du futur ou pas. Je vais me faire un grand mensonge, et puis vous verrez après comment on peut s'en sortir. Grâce à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, si ça ne vous dérange pas ce soir, on parlera d'EFC, c'est la même chose, c'est juste que c'est plus simple à dire dans la diction. Voilà, donc quand je parlerai d'EFC, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors au début, il y a le jeu. Le jeu, c'est moi, c'est vous, c'est individuellement, vous et votre entourage, et comment vous vivez avec vos conforts, vos envies, ce qu'on est, nos entreprises, est-ce qu'on gagne un bon salaire, est-ce que ça fonctionne, nos valeurs, nos engagements, est-ce qu'on a envie, et puis peut-être un côté social, on a envie d'aider, faire quelque chose un peu plus grand. Quand tout à coup, en 1972, il s'est passé un truc un peu particulier. Alors moi, je n'étais pas né encore. Joyeux anniversaire! Merci, c'était hier. La première vue complète de la Terre par Apollo 17. C'est pas rien ce qui s'est passé en 1972, parce que, eh bien, pour la première fois, on voyait la vue complète, là, et que peut-être on avait commencé à avoir un changement de vue de ce qui se passait, bien, cette bille bleue, là, ce qui se passe. Donc il y a moi, il y a il y a ce que je vis, comment ça se passe, mon confort, etc. Et puis tout d'un coup, quelque chose de transcendantal. Alors, des philosophes et plein de chercheurs et plein de gens dans la spiritualité avaient déjà apporté ces éléments un peu transcendantaux, mais là, c'était tangible, visuel, c'était très concret. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète et comment on va s'organiser pour essayer de la faire fonctionner, sachant que dans tous les cas, la planète, elle n'a pas de problème. Ce qui peut éventuellement avoir un souci, c'est le vivant qui est sur la planète. Ce schéma-là, vous le connaissez sans doute. Voilà, je ne vais pas passer trop longtemps dessus, mais chaque année, donc Global Footprint Network nous dit à quel moment on est en débit sur la partie ressources sur la planète. Donc en ce moment, on est plutôt autour du fin juillet. Donc à partir d'août, ça y est, on consomme plus de ressources que ce qu'on a sur la planète. Alors nous, on s'en fout, on est français. On a ce qu'il faut, on a de l'eau, on a à manger. Bien que, en Bretagne, vous savez qu'on est une des régions qui a avant le plus grand stress hydrique. Le stress hydrique, donc on manque d'eau, puisqu'on a une agriculture qui en consomme énormément. Voilà. Et donc, on n'est pas finalement si préservé de cette question de l'eau. Ok, donc ça c'est pour les questions. Effectivement, environnementales, où on va devoir un peu se poser des questions, sachant que Marc Lévy nous parle donc un prospectiviste, nous parle de 4 grandes ruptures: la rupture écologique, la rupture technologique, la rupture organique et la rupture économique. En fait, quand on commence à s'intéresser à essayer peut-être transformer son entreprise, généralement on a un point d'entrée, un point d'impact. C'est soit, comme nous disait Betty Bolland tout à l'heure,
c'est l'aspect économique. À un moment, je veux préserver, je veux gagner ma vie, la partie monétaire m'intéresse énormément, et donc je vois bien qu'il faut que je bouge. Il peut également y avoir la partie environnementale. Je suis militant, ça m'interpelle énormément, je suis très stressé par ce qui se passe en ce moment. Voilà, les bourgeons qui sont déjà tout clean chez moi dans mon jardin en mi-février. Non, il n'y a pas de changement climatique, bon, peut-être pas. Ou alors, c'est la question sociale qui m'interpelle. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde? J'ai eu la chance de voyager très récemment en Inde et ailleurs, où on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait nous à essayer mais Eliane, il faut arrêter. Mais, il se passe n'importe quoi ailleurs, donc nous, il ne faut pas le faire. Et en fait, Betty a répondu à ça. C'est pas parce que les autres ne le font pas qu'on ne peut pas rien faire. Et donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre à ce niveau-là? Et probablement que le plus grand risque qu'il va y avoir dans le risque environnemental, parce que même là-bas, quand nous, notre indice carbone, il est à 5 et c'est alerte rouge en France, là-bas, ils sont à l'indice 195, avec toutes les maladies qui vont avec, mais ils ne bougent pas. Donc, c'est peut-être pas l'engagement environnemental qui va nous faire bouger. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? Peut-être un mouvement massif de population. Alors là, il va falloir qu'on repense notre engagement social et comment on s'organise. Heureusement, entre la dépression et le stress de ce qui peut se passer, de collapsologue ou autre, et l'univers complètement idéaliste de l'autre, évidemment, il y a un entre-deux dans tout ça. Donc voilà les grandes ruptures que l'on peut voir, et les grandes ruptures s'opèrent tous les 500 ans, et donc la prochaine, d'après Marc Lévy, et ben on est en plein dedans, elle a commencé déjà il y a un petit moment, et elle va, alors, il parlait, c'est un schéma d'il y a 3 ans, qui est particulièrement pas joli, mais est-ce que c'est 2025, est-ce que c'est 2035, ou est-ce que c'est déjà passé? En tout cas, on est dedans. Ce qu'on constate, en fait, c'est une accélération du changement. Il y a 10 ans, on parlait de science-fiction et de changement pour, justement, 2030-2050. Mais à chaque année qui passe, la science-fiction, elle se rapproche. Elle se rapproche, non pas parce que nous, on va vers l'avenir, mais en plus, le délai de l'avenir, là, il arrive de plus en plus vite. Et avant, c'était les vieux qui disaient, enfin les vieux, les vraiment vieux, je veux dire, qui disaient, je suis dépassé, j'en peux plus, etc. Mais aujourd'hui, c'est même des très jeunes comme moi. Des fois, waouh, là, ça va vite quand même, j'arrive pas à suivre le tempo. Et pourtant, les dirigeants nous disent, il faut du tempo, il faut du rythme. Donc, la folie, alors je vais la lire parce qu'à chaque fois je me trompe quand je la lis, mais vous la connaissez probablement. La folie serait de se comporter de la même manière et d'attendre un résultat différent. On ne peut pas résoudre un problème avec le même raisonnement qu'il a créé. Donc l'ère industrielle. Alors l'ère industrielle, ça va parler à Betty, mais je crois qu'on est beaucoup dans la salle et dans le service, comme le disait Jean tout à l'heure. Donc moi j'ai une agence de communication et j'ai essayé d'être le premier dans le service à rentrer dans l'économie de la fonctionnalité au niveau serviciel, dans le service, donc un service qui serait dans une organisation servicielle, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, l'ère industrielle, c'est, je l'entends pour tous ceux qui sont dans le service, c'est vendre des heures. On industrialise nos heures. Il y a un moment où on ne peut pas faire plus. Et donc, il y a un moment, nos équipes fatiguent. Donc, même là, on est dans un système industriel, en tout cas, quand je parlerai de modèle économique industriel, même nos entreprises de services qui étaient basées sur ce système à l'heure sont basées sur ce système-là. Alors, comment se transformer? Bon, allez, on part sur une logique low cost, à la Free ou autre, et puis on essaye de baisser les prix. On va baisser les marges, un petit peu, hein, parce qu'on est tous conscients socialement et écologistes, et donc on n'a pas de problème à baisser nos marges, voire même à être complètement altruiste ou philanthrope, même à donner, ou pas. En tout cas, là je rigole par rapport à nos entreprises, néanmoins, j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'individuellement, probablement que vous donnez beaucoup. Peut-être pas dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre des bénévolats, mais il est ailleurs. Et d'ailleurs, dans cette question des nouveaux modèles économiques,
dans tous ces liens, dans toute cette économie-là, et pas seulement l'économie monétaire, pas seulement la partie financière, tout se joue, et énormément de choses se jouent au niveau qui n'est justement pas monétisé. Ça va être là, sans doute, un des enjeux pour demain. Est-ce que, éventuellement, pour se transformer, on peut accélérer la cadence? Bon, allez les gars, vous faisiez ça en tant de temps, maintenant on va faire la même chose, mais en moins de temps. Donc c'est assez simple, puisque avant vous faisiez bien, maintenant il va falloir faire mieux et plus vite. Donc on tord un petit peu les collaborateurs, et puis on leur dit de le faire mieux et plus vite. Ça ne se passe pas toujours très bien, évidemment, on l'a vu. Mais déjà, Charlie Chaplin, en son temps, rigolait énormément de ce sujet-là. Cela dit, chacun d'entre nous, dans nos entreprises, qu'on soit salarié ou dirigeant, on le voit, cette notion-là du on n'a pas assez de temps, on est overbooké, donc il faudrait faire tout plus vite. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Une autre idée, alors dans ce cas-là, si on ne peut pas forcément faire plus vite, alors on va innover au niveau du produit. Je suis quand même assez sidéré que dans presque tous les salons d'innovation, on voit que des innovations produits. C'est ce qui est le nouveau téléphone, le nouvel. Alors ça c'est presque obsolète quand je dis le nouvel iPhone. Mais on va voir, là, il y avait le CES, c'était à Las Vegas, c'était une petite ville d'à côté là. Et donc on voit les dernières voitures arriver, etc. Comme si on allait encore acheter des voitures demain. Et heureusement, je crois que c'est Samsung qui a proposé, non pas, et c'est la première fois que je le vois dans un salon d'innovation, non pas une voiture, non pas ça, mais une ville, et de repenser la mobilité, la liaison, et tout, repenser globalement. Alors de leur point de vue, évidemment, ça reste une entreprise. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir ça, parce que jusqu'à présent, les innovations n'étaient que des innovations produits. Mais si je fais une innovation produit, alors j'augmente la question de l'obsolescence programmée, puisque je mets mon nouveau produit en ligne, en route, il faut que les autres y sortent pour que je puisse revendre. Donc, imaginez que notre côté salvateur là, serait innové dans les produits tout le temps, peut-être pas. Sachant qu'il se fait des super trucs en ce moment du côté de Lorient, Quimper, etc., à travailler sur les low-tech, sur la maintenance, sur la réparation, sur le lancement. Ça y est, là, il y a des choses qui émergent. Mais en fait, il y a plein de choses qui émergent partout en Bretagne, c'est génial. On pourrait également se dire, allez, comment je vais me transformer? Je vais me mettre à la RSE. Je vais... donc RSE, réseau social d'entreprise. C'est aussi ça, mais ça c'est dans mon métier. Donc, responsabilité sociétale de l'entreprise. Peut-être que l'entreprise, elle aurait, on s'est dit, une responsabilité dans notre société. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, il faut que je fasse gaffe à l'environnement, il faut que je fasse gaffe à l'aspect social, il faut que je fasse gaffe à l'aspect économique. Est-ce que tout le monde est d'accord sur la définition de la RSE, de ce qu'il y a derrière? Dès qu'on commence à parler dans les, vous savez, dans les réunions, plutôt les échanges entre le fromage et le dessert, là on a un peu picolé, et puis ça y est, ça commence. Oui, mais non, mais c'est pas vrai, si on commence à aller dans l'écologie, on va retirer des emplois, si on fait ça, là, la boîte, elle va tomber. Enfin, voilà, on a à peu près tous les sujets qui se mélangent. Et en fait, beaucoup d'entreprises qui rentrent dans une logique de RSE, très vite, à un moment, sont freinées par le fait que ça leur coûte d'essayer de faire des efforts, et que les gains, alors... Eliane et Richard nous en ont parlé, ça vient, mais c'est pas immédiat, c'est assez lent. Et encore, les exemples pour Richard, c'était assez rapide. C'était combien, Richard? Combien de temps 8 mois, 1 an? Oui, 8 mois. 8 mois. Donc, bon, je trouve que c'est assez... dans la vie d'une entreprise, c'est pas mal. Voilà, mais Eliane me disait 10 ans. Voilà, donc, quand on engage des sujets là-dessus, mais voilà, le bien-être des collaborateurs, ce sera chouette, ils vont être plus performants. Oui ou non, peut-être, enfin, en tout cas c'est très compliqué si le modèle économique n'est pas en lien avec. C'est-à-dire qu'on a envie d'être vertueux d'un côté, mais on vend du volume de l'autre. Et à un moment, on est en tension. Donc il va falloir penser une formule un peu différente. N, la nouveauté, égale R plus D plus E, vous connaissez probablement. D'abord, vous allez être
vraiment, mais vraiment ridicule avec vos nouvelles idées. Il va falloir les défendre, hein, et être un phare, et montrer vos idées novatrices, vos valeurs. Mais si, on peut peut-être maintenant, vous allez avoir des détracteurs, et ils vont y mettre de l'énergie. Mais vraiment, vraiment. Au bout d'un moment, on vous en écoute, il y a même des gens qui vous applaudissent, et là, vous devenez dangereux. Et eux, ben là, ça devient évident. C'est con. Bien sûr, l'économie de la fonctionnalité, mais attends, tout le monde dit, maintenant, c'est bon, qu'est-ce que tu fais de plus que ça? Donc, il faut anticiper ces étapes-là. Et il faut savoir qu'en termes d'énergie humaine, de posture personnelle, il faut être conscient qu'elles vont arriver. Mais une fois qu'on est conscient, c'est pas grave, on n'en veut pas à nos amis de ne pas être là. Et puis on se dit à un moment, ok, j'ai pas le mandat pour en parler, la soirée, elle avait bien commencé, on est en train de prendre un bon moment, donc j'en parlerai pas à ce moment-là. J'attendrai peut-être qu'il me pose une question. Moi, c'est le travail que j'ai fait, en tout cas, avant de commencer à les tétiller. Mais en fait, qu'est-ce que tu vends vraiment? Qu'est-ce qu'il y a sur tes factures? Je ne le fais plus à tous les repas. Parce qu'à chaque fois, il y a oui, mais, le problème, c'est que ça arrive tout le temps. Et que ce serait bien qu'on passe au oui et en plus. Et alors là, j'aimerais juste savoir si dans la salle, vous êtes assez fort avec le oui et en plus. Donc je vous propose un petit jeu qu'on va faire ensemble. Il y en a plusieurs dans la salle qui connaissent déjà, donc s'ils veulent m'aider à l'animer, voilà. Et il y a aussi Sébastien, le directeur et président de Matera Bretagne, et Caro, que je vous présenterai tout à l'heure, qui vont peut-être m'aider. Je vous demande par groupe de 2, 3, 4, donc ça vous impose de vous retourner peut-être, etc. D'être peut-être obligé de parler des gens que vous ne connaissez pas. Voilà. Mais on est là aussi pour faire du réseau, et c'est l'occasion. Hein. Voilà. Alors, si vous éternuez comme ça, voilà. Pas de main, je ne veux pas porter ces responsabilités-là, même si je crois que j'ai fait plein de bisous en fait ce soir. Donc, vous allez vous retourner et on va prendre une question qui est très simple. C'est une question que j'adore, que je pose tout le temps. C'est quoi pour toi le succès dans le business? Parce qu'il y a une première réponse et puis ah merde, il y a tout ce qu'il y a derrière. La consigne elle est simple, il y en a un premier qui commence. Pour moi, le succès dans le business, c'est d'avoir plein d'argent. Je commence par là. C'est d'avoir plein d'argent. Je m'arrête là. Le deuxième continue. Oui. Et en plus, alors je remets la consigne, hein, c'est pas très compliqué, vous devez retenir 4 mots. Oui, et en plus. Oui, et en plus, peut-être qu'il pourrait y avoir aussi du plaisir. Du plaisir. Et vous continuez. Si ça déborde et que vous montez dans les tours avec des trucs complètement, des éléphants roses, etc., on s'en fout. Ça restera dans votre petit groupe. Vous avez le droit vraiment d'être, vous savez, R. Le premier R. D'accord? Donc vous avez le droit d'y aller, voire même pousser un peu le truc là. Sortez de votre cadre, c'est le moment. Go, c'est parti. On se donne 5 minutes là. Mettez-vous à 3, 4, 5 maximum. Il y en a un premier qui commence. Le succès pour moi dans le business, c'est... Et c'est parti. Alors, excusez-moi, ça va pas du tout. Écoutons dans quelques minutes, là, la consigne
consigne, elle est simple. À chaque fois, vous commencez par oui et en plus. Ok? Allez, on continue. Ok, on fait encore une nouvelle petite pause. Et je vous laisserai après un dernier tour. Excusez-moi, j'attire votre attention. Je sais que vous êtes sur des super idées. Hein. Gardez-les, gardez-les. L'info que je vais vous donner maintenant est très importante. Est-ce que certains parmi vous font de l'improvisation? Du théâtre d'improvisation? Ah oui, alors. Quand vous allez faire l'exercice avec les équipes. Levez la main quand vous faites. Donc quand vous faites l'exercice avec les équipes, là, il faut être très attentif parce qu'il y en a toujours qui vont avoir quand même un vieux réflexe. Donc, ils sont scolaires, hein, oui. Et en plus, il nous faudrait quand même des ressources. Ben ça, c'est pas un oui en plus, c'est un oui avec. Ok? Donc, vous pouvez, et la dernière consigne pour passer, c'est rebondissez vraiment sur le sujet de la personne qui était avant. Ne venez pas apporter une litanie d'idées. D'accord? Maintenant, vous allez le refaire une dernière fois. Mais ne fermez pas la porte. Vous avez vu, les deux consignes sont complexes maintenant. Hein. C'est, oui, je suis allé au marché, oh, je voulais aller au marché ce matin. Oui, mais il était fermé. En impro, c'est dur là. Et quand on commence à être en phase d'innovation, de construction d'un modèle économique, quand vous allez mettre ça dans vos équipes, avec vos clients, vos fournisseurs, vos dirigeants, peu importe, il va falloir être très attentif à cette consigne-là. Ne fermez pas la porte. Il y aura un temps pour les oui mais après. Je vous promets, c'est ce que vous direz, oui, on fera un temps pour les objections. En coopération, c'est comme ça que c'est ça, il y a des objections. Mais pas tout de suite, c'est pas l'heure. Parce que pour l'instant, on va faire un truc fou. Complètement déjanté, franchement ridicule. Et, ah oui, mais ça, c'est peut-être pas mal en fait, cette idée. Mais si je l'avais arrêté dès le démarrage, on ne l'aurait jamais pensé. D'accord? Donc, reprenez vraiment la dernière phrase de la personne. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir pensé votre idée avant votre tour. Okay. Et ouvrez pour donner quelque chose à l'autre pour qu'il puisse peut-être continuer l'idée. Allez, on fait un dernier tour avec ça.
simplement les entreprises, regardez les gens avec qui vous êtes, ce qu'ils font là juste un instant pour... Tout à l'heure, vous pourrez vous retrouver. Donc, je vais vous calmer un coup. Vous pouvez lever la main quand vous avez fini de parler. Vous pouvez lever la main quand vous avez fini de parler. Vous pouvez lever la main quand vous avez fini de parler. Ça va. Merci. J'ai un copain conférencier qui vous a un retour il n'y a pas longtemps. J'ai besoin de savoir où vous en êtes. Là, est-ce qu'on peut faire un rapide rôti? Vous savez, le rôti, return on time invested. 1, vous auriez mieux fait de rester chez vous. 5, c'est parfait, vous êtes vraiment très très content d'être là, et puis toutes les déclinaisons possibles. Et là, 1, 2, 3. Bon, ça va, ok, alors on continue. Merci beaucoup pour ce retour, ça m'aide. Alors là, on avait une belle image, et puis on a un beau chemin. Mais il faut un petit peu en parler quand même, parce que ce qu'on voyait juste avant sur le côté low cost, sur le côté volume de prix, Betty en parlait justement, eh bien, la plupart du temps, on est dans un système qui est à gauche, sur le système des intérêts opposés. C'est-à-dire que l'entreprise, elle veut vendre plus et plus cher, et le client, il veut acheter moins et moins cher. Donc on est opposés, et on est en friction, et on essaye de négocier, voire même on est en compétition. Ça n'existe nulle part, la compétition, à part dans la vie humaine. C'est assez étonnant. Il faudra qu'on voit ce qu'on en fait de ce truc-là, demain, peut-être le remplacer par autre chose. En tout cas, si on se base sur la question des relations commerciales classiques, basées sur le coût matériel, entendez, si vous êtes dans le service, le coût horaire, voilà, il y en a un qui veut augmenter, l'autre qui veut réduire. Or, on pourrait imaginer demain aller dans des systèmes d'intérêt convergents. C'est le système de droite. Si je réfléchis à comment réduire les coûts cachés, le coût total global, et le fournisseur chercherait, et c'est ce que font les uns et les autres, les trois dirigeants qui étaient juste avant nous, comment je vais essayer de réduire les problématiques, réduire les déchets, etc. Et que le client va venir avec moi dans la même démarche. Et que plus on sera vertueux, et là où ça devient un peu complexe, c'est que même monétairement, ça va être valorisé. Je vais valoriser le fait de réduire ces coûts. Et là, on va rentrer dans une réflexion d'impact environnemental. Et là, quand on va mettre en place la RSE, ou en tout cas ce qui est derrière, dans le modèle économique, ça peut fonctionner. Parce que si mon modèle économique, je dis, j'ai une entreprise qui fabrique des fenêtres, et aujourd'hui, moi, ma raison d'être, c'est d'apporter du confort thermique dans la maison. Vous pouvez prendre la question que je vais vous poser tout de suite, mais qui est très simple pour savoir où en sont les gens dans leur nouveau modèle économique. Il y a quoi sur ta facture? Pour de vrai. Il y a des fenêtres et de la pose. Et de la main-d'œuvre. D'accord. Donc tu es un vendeur de fenêtres qui pose. Et voilà, c'est tout pour l'instant, c'est ce qui se passe. Donc si tu veux te développer, il faut vendre plus de fenêtres avec moins d'heures de main-d'œuvre, ou moins cher peut-être. C'est en tout cas si économiquement ça va être ça. Or, il y en a certains, notamment accompagnés en EFC, qui se disent ok, je vais vous garantir, et sur la facture, c'est une garantie de 21 degrés dans votre maison. Si vous voulez moins, ça peut être moins cher. Si vous voulez plus, ce sera un peu plus cher. Et là, il va falloir penser fenêtre, il va falloir penser isolation, il va falloir penser comment vit la famille, etc. Et là, effectivement, on va commencer à raisonner différemment. Et pour ça, comment se transformer? Il va falloir
passer de l'entreprise du comment on fait, allez, on va innover, on va faire un nouveau service. Alors on réunit le service marketing, on réunit les équipes, on se fait des team building, on se fait du co-design, on se fait de l'intelligence collective, et puis on essaie d'innover. Et tout ça que tout seul, sans avoir impliqué nos clients, nos fournisseurs. Et ça, c'était vraiment le témoignage, enfin, que moi j'ai senti puissant de Betty, qui était, tiens, ils viennent, ben oui, ils viennent, forcément qu'ils viennent, puisque si vous existez, la raison d'être, la raison d'exister de l'entreprise, elle est utile pour le client. Donc lui, il a intérêt que vous viviez bien, que vous fassiez bien, et pour lui. Lui, il va avoir son intérêt à lui, mais c'est pas grave, on a le droit de discuter de ça. Et surtout, on existe pour nos clients, donc ils ont tout intérêt à être présents dans la réflexion. Et il va falloir passer de l'entreprise du comment, et j'ai fait une faute d'orthographe, à l'entreprise du pourquoi. Non pas pourquoi en un mot, mais en deux mots. Pourquoi? Quel enjeu? Quelle finalité? Non pas la cause. On passe beaucoup de temps à chercher la cause de tout. Là, c'est vraiment l'entreprise du pourquoi. Et on va basculer sur cette question de raison d'être. Alors c'est très très à la mode la raison d'être, on en entend partout parler. Et en même temps, parfois ça ressemble à un slogan, ce qu'on nous balance. Parfois c'est une mission. Et parfois tout simplement c'est un objectif. J'étais la semaine dernière, j'ai eu la chance d'avoir fait un Vive ma vie avec mon entreprise fétiche, donc une PME du point Total. Voilà. Non, pour le coup, c'était vraiment riche parce que dans la production, etc., j'aurais pas été forcément là-dessus. Je suis dans une formation avec des gens qui sont différents et je pense que je vais progresser, justement, aller voir leur fonction. Et leur raison d'être, c'est devenir l'entreprise, la major de l'énergie responsable. C'est pas une raison d'être, c'est leur objectif à eux. Mais à nous, c'est nous fournir de l'énergie, potentiellement. Donc, la traduction de la raison d'être, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et là, on va toucher des fonctions dans l'innovation, des fonctions du langage. Je fais très vite des tours sur les parties neurosciences, mais si je dis que mon métier, c'est produire des machines à café, la seule chose que je peux imaginer, c'est le design de la machine, c'est le café que je mets dedans. Et donc, je vais vous montrer un exemple. On va faire l'exercice rapidement. Je produis et je vends des machines à café. Vous savez, les machines d'entreprise, on met des gobelets et puis il y a des cafés qui fondent, etc. Donc, passer du pourquoi au pourquoi. À quoi ça sert? Et on va se poser la question régulièrement. Et c'est grâce à ce fonctionnement et au fait que je vais poser des mots qui parfois seront complexes. Je ne pourrais pas en faire un slogan. Mais quand je vais le partager, comme l'a fait Betty en World Café, où des gens pendant un quart d'heure, une demi-heure, 40 minutes, vont se poser des questions de comment ça résonne vraiment, ça va nous permettre d'aller trouver des mots qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Ça porte un nom scientifique, hein, c'est la performativité. Voilà, c'est la technique qui permet, c'est ce qu'on utilise en psychologie, tout simplement. Quand vous avez un problème, c'est parce que vous allez réussir à l'énoncer, que vous allez réussir à l'attraper. Donc, à quoi ça sert de produire et de vendre des machines à café? Si je pars d'ici, je peux juste innover sur le type de machine, le type de café. Et bien, ma raison d'être, c'est consommer ou permettre de consommer des boissons chaudes. Ah, alors là, si je dis ça, je peux mettre du thé, je peux mettre du potage dans mes machines. Je peux déjà aller plus loin. Et puis me dire, bah tiens, pour le bien-être des personnes, le café, moins de sucre, je pourrais imaginer des petites choses. Mais à quoi ça sert de consommer des boissons chaudes? Et bien finalement, en entreprise, je contribue à la convivialité. Ah oui, alors si je me dis que je contribue à la convivialité, là, alors je vais lire, puis après je vais faire comme ça, vous ne serez pas en train de lire en même temps, je peux innover sur m'associer avec un architecte intérieur, parce que la convivialité, ok, comment ça pourrait s'organiser? Je peux réinterroger la question des pauses de travail. Et oui, parce que mes collaborateurs à qui je demandais jusqu'à présent juste d'aller récolter les pièces et recharger leur café. Mais là, ils ont un patrimoine, ils ont un savoir qu'ils ne savent même pas utiliser. Ce savoir, qu'on appelle le capital, ou plutôt les ressources immatérielles de l'entreprise, cette ressource immatérielle-là, c'est leur connaissance de 200 entreprises, de Saint-Brieuc, Ploufragan, Rennes et ailleurs en Bretagne, de toutes les boîtes, de pas mal de boîtes du coin,
et de savoir, tiens, c'est quoi une belle salle de pause qui permet la convivialité ou pas. Et ils peuvent revenir dans l'entreprise, chez moi, avec cette information. Et donc, je peux redire à mes autres clients, on vous met toujours la machine à café, mais en plus, eh bien, on va vous aider à comprendre, à construire la valeur de pause en entreprise. C'est quoi? Qu'est-ce qui se joue? Ces fameuses réunions qui sont si importantes, les réunions de couloir, où tout se joue vraiment. Quelles sont les informations que je peux capter? Donc ça, c'est ce que je disais juste avant, avec les techniciens. Là, on peut vraiment passer un cap. Alors, on continue, on peut se poser des questions. Pourquoi faire la convivialité en entreprise? Je participe au plaisir. Ouais. Alors, si je dis ça à mes équipes, alors c'est fini. Avant, on vendait des machines à café. Demain, nous allons contribuer au plaisir. Vous risquez de perdre vos commerciaux. Voilà, il peut se passer des choses. Donc, il faut trouver la bonne hauteur, la bonne corrélation. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en œuvre? Qu'est-ce que j'ai comme ressources aujourd'hui pour aller au bon niveau de raison d'être qui me va bien? La raison d'être, donc, a vraiment cette faculté-là. La manière dont je vous le montre, c'est un petit peu triché, parce que pour ceux qui l'ont vécu, le travail, donc, qui est un algorithme qui a été développé par Christophe Sampels et Dominique Vian, que vous trouverez dans un livre qui s'appelle Tous innovateurs. Cet algorithme mental, qui s'appelle Focal, donc, ce qu'on utilise avec Sébastien et Hervé pour faire naître les raisons d'être, c'est pas du tout quelque chose de linéaire comme ça. Hein, Betty, je sais pas si c'était pas tout droit, c'était pas juste ça. C'est tout d'un coup ça part en branche avec plein de post-it, et ensuite on doit les faire converger et on les trie pour savoir qui est l'enjeu de quoi, qui est la finalité de quoi ou le moyen de quoi. Voilà. Et d'aller chercher des mots précis. Donc ce travail-là, c'est vraiment un temps très fort des moments des accompagnements qui donne une phrase et qui sert de boussole. Parce qu'après, presque n'importe quel collaborateur peut dire est-ce que je suis dedans ou est-ce que je ne suis pas dedans? Est-ce que je contribue à la convivialité en entreprise? Non, je suis en train de faire complètement autre chose, là je ne suis plus dedans. Donc ça ne sert à rien que j'aille développer là, sinon je vais me dégager, je n'aurai plus de raison d'être. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de raison d'être? C'est comme Kodak, hein, s'ils ne revoient pas leur raison d'être, s'ils pensent que eux c'est que des fabricants et des vendeurs de pellicules, s'ils ne se disent pas, tiens, c'est de permettre d'afficher, alors je n'ai jamais fait leur raison d'être qu'ils auraient pu se faire, mais de permettre le transfert d'images et de partage d'images, etc., ils auraient pu voir les choses venir. Donc, pour mettre en cohérence ce pourquoi, je le fais, avec un mon modèle économique. C'est quoi un modèle économique? Allez, on prend un grand dessus, on s'est amusé tout à l'heure, mais là, un modèle économique, c'est vraiment sexy. Moi, chaque fois que je le vois, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vends? À qui je le vends? Et que comprend la personne qui achète le truc à qui je le vends? Donc, quelle est la valeur que je produis? Là, je crée une valeur, je produis cette valeur-là, ensuite je la distribue. Est-ce que la personne en face, elle comprend quelle est la valeur? Est-ce qu'elle se l'approprie? D'ailleurs, quand on est dans les nouveaux modèles économiques, c'est la partie difficile. On crée une innovation, mais les gens ne comprennent peut-être pas tout de suite quel est l'intérêt. On achète de la musique maintenant en flux, par exemple avec Deezer, Spotify, etc. On va acheter de la musique, alors si ça se trouve, on ne va pas l'utiliser. Mais on a compris que la valeur, c'était de pouvoir potentiellement avoir accès à la musique tout le temps, à n'importe quel moment, de n'importe quelle musique. Si je n'ai pas compris ça, si j'ai toujours envie d'avoir mon CD chez moi, je ne l'ai pas compris, donc je ne vais pas acheter Deezer. Et enfin, on a la partie, la monétisation de la valeur et cette répartition, qui va aussi concerner la gouvernance de l'entreprise. Mais la monétisation de la valeur, c'est-à-dire, est-ce que je suis en abonnement? Est-ce que je suis à la pièce? Est-ce que je suis en SLA? Est-ce que je suis en modèle freemium? Est-ce que, voilà, il y a quelques modèles qui sont assez connus. La plupart du temps, quand on pense modèle économique, on pense à ça. Et c'est pas ça le modèle économique. Ça, c'est juste la partie monétisation de tout un ensemble de l'économie. Même parfois, c'est même pas le client qui paye. Donc le client n'est pas bénéficiaire.
Donc il va y avoir cette notion de bénéficiaire qui va arriver. Je ne sais pas si peut-être Google par exemple. Vous utilisez Google peut-être d'autres sujets comme Quant ou les autres. Mais Google, ce n'est pas vous, l'utilisateur, qui payez, ça va être les entreprises qui payent Google Ads dans un autre fonctionnement. Un modèle économique fonctionne comme celui-ci, et quand on commence à travailler avec Imatera sur les entreprises, et pas que les entreprises, les organisations, les villages, les structures publiques, toute structure peut repenser, du coup, à partir de là, son modèle. Et on va essayer de l'orienter, plutôt que d'être sur un modèle économique industriel, c'est-à-dire vendre plus cher, voilà, on va essayer d'aller vers une trame. Alors, on appelle ça nouveau modèle économique. C'est nul parce qu'on a l'impression qu'il y a l'ancien, le nouveau, et puis c'est comme ça faisait on-off. Alors que ce qui a été expliqué juste avant, c'est que le nouveau, il n'existe pas. Et il est en cours de transition, il est en chemin, et il faut le trouver petit à petit. Donc il n'y a pas trop ce côté on-off. Cette partie fonctionnalité, c'est ce qui va nous permettre d'être moins bloqué sur la question des ressources matérielles. Parce que tant qu'on est bloqué sur la question des ressources matérielles, c'est-à-dire vendre un objet, vendre un vérin, vendre une place de camping, ou des nuitées, pardon, c'est le terme que tu utilisais, ou des chambres, etc. Tant qu'on va rester sur ces unités-là, ça va être compliqué. Alors que dès qu'on commence à voir quel est l'usage du sujet, alors on est sur quelque chose qui est moins tangible, moins concret, sur l'immatériel. Et l'avantage de l'immatériel, c'est qu'il est illimité. C'était Idriss Aberkan qui disait, ben voilà, si j'ai un billet de 20 € sur moi, on est 4, on le partage, voilà, j'ai plus que 5 €. Si par contre, là ce soir, je vous partage un bout de ce que je connais, et vous en connaissez peut-être plus que moi sur d'autres sujets, enfin, c'est sûr que plus que moi sur plein d'autres sujets, et même peut-être sur cela, et bien là, on va augmenter notre connaissance ensemble, et on est plus sur le modèle 1 + 1 = 3. Et à chaque fois, on augmente. Et comment ça va fonctionner? Et bien, on va garder cette logique de valeur RSE, un petit peu en tout cas, de valeur durable, et on va aller sur la question de l'efficience économique. Je passe un petit peu de temps là-dessus. C'est quoi l'efficience économique? L'efficience économique, elle va concerner la partie environnementale, elle va concerner la partie sociale, la partie monétaire, et tout ça sur une logique d'usage. Je vais reprendre la partie environnementale, c'est-à-dire que je vais participer à la préservation, voire mieux à la régénération des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement puisé que si on veut être pertinent pour demain, il ne s'agit pas d'être sur un système seulement limitant, il faut régénérer. Donc l'économie régénérative. La partie sociale, en générant un mieux-être individuel et collectif. Et la partie efficience monétaire, qui va être un moyen qui est nécessaire aujourd'hui, en tout cas on n'a pas trouvé d'autres pour ces échanges où on n'est pas obligé de faire que du troc, et qui va assurer la pérennité de l'entreprise, de son développement, mais sans nuire à celle des parties prenantes. Donc je ne vais pas être dans cette logique de moi je veux plus et puis l'autre il veut moins, on va essayer d'aller ensemble vers la réduction des coûts cachés. Et tout ça, c'est le disque un petit peu qui est en fond, dans une logique d'efficience d'usage. C'est-à-dire, je vais optimiser l'utilisation du matériel ou de l'immatériel. Je vous donne un exemple, peut-être. Il y a un exemple qui est très connu, Michelin. Qui connaît déjà le cas Michelin, peut-être Bon, ok, donc vous allez m'aider si j'en oublie, parce que chaque année, là, ils innovent, ils continuent. Michelin, c'est simple. Pourquoi il est pratique celui-là? Parce que tout le monde voit ce que c'est qu'un pneu. Donc, ils vendent des pneus. Pour se développer, ils doivent vendre plus de pneus. Mais à un moment, pression concurrentielle. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux vendre différemment? Alors là, ils vont essayer d'augmenter la qualité et justement passer sur un modèle où ils vont se dire on va vendre moins mais mieux en augmentant nos marges. Mais ils restent sur le même système volumique, simplement qu'ils redescendent la partie volumique, mais ils restent sur ce système-là.
Donc là, ils continuent d'avancer, et un jour, ils se disent, mais non, mais là, on est en train d'aller dans le mur, il y a cette course au prix, ça devient n'importe quoi. En plus, nos ressources, le pneu, le caoutchouc, etc., au niveau environnemental, c'est complètement naze. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ils commencent à faire de la R&D, et ils imaginent qu'ils pourraient peut-être vendre leur système au kilomètre. Plutôt que de vendre des pneus, du coup, je vends du kilomètre parcouru. Si je vends le kilomètre parcouru, le pneu m'appartient, toujours Michelin, et donc, moins je fabrique de pneus, moins les pneus s'usent, plus je gagne d'argent. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Il fallait que j'en fasse plein pour gagner de l'argent. Là, dès que je vends l'usage du pneu, le pneu appartenant à Michelin, ils ont intérêt à ce qu'il dure vraiment, vraiment longtemps. Ils commencent à lancer ça. Manque de peau, ça c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité tout court, pas de la coopération. C'est le modèle Xerox avec les photocopieurs, etc. Sauf que, si c'est en location, on ne prend pas soin. Enfin, on remarque régulièrement, les gens ne prennent pas forcément soin. Du coup, c'est Michelin qui porte toute la responsabilité et tous les coûts de ce système de pneus. Et là, ils se disent, si en plus, je crée des stages d'éco-conduite pour les chauffeurs. Et là, il va se passer deux impacts très positifs, qui est, un, la réduction du carburant, ils vont mieux rouler, et en plus, ils ont moins d'accidents. Je disais deux, il y en a même trois. En plus, celui qui était recherché en amont était, vu qu'il roule mieux, le pneu dure plus longtemps. Et là, ils vont dire à leurs clients, notre offre, c'est plus seulement du kilomètre parcouru. Par exemple, tu roules, donc c'est pour les transporteurs. Tu roules 100 000 km par an, et ben ça va être de temps le pneu, donc c'est pas plus cher que ce qui était avant. Simplement, on te garantit d'avoir toujours un pneu qui fonctionne. Et s'il y a un problème, il y a une petite Michelin qui vient, qui te le change. Mais là, ils vont rajouter un système avec l'éco-conduite où ils vont dire on va vous aider à réduire votre carburant et à réduire vos primes d'assurance. Et là, ils impliquent le dirigeant transporteur qui doit dire à ses. Parce qu'ils vont partager le gain. Et là, le dirigeant du transporteur va dire et les gars, les chauffeurs, vous faites gaffe aux pneus. Parce qu'en faisant gaffe aux pneus, vous allez mieux. Enfin, donc l'effet, c'est mieux rouler, moins de carburant, moins d'assurance. Et là, ça devient très vertueux. Là, on entre dans ce système de on va ensemble vers du réduction des coûts cachés. Et pour aller encore plus loin, là, ils sont rendus sur des systèmes d'innovation où ils mettent des capteurs sur les valves pour anticiper encore plus en amont à quel moment va se détériorer le pneu, comment il peut être toujours mieux gonflé pour durer encore plus longtemps. Quand ils ont commencé à faire ça, comme par magie, ils ont augmenté de 2,5 la qualité des pneus. Ouais, parce que là, il fallait vraiment que les pneus durent longtemps. Dès que ça dépasse 100 000 km, le pneu, tout ce qui est derrière, c'est de la marge brute. C'est de la marge directe. Et ça, c'est exponentiel. Donc, imaginez un modèle qui soit vertueux pour l'environnement, vertueux socialement, moins d'accidents sur les territoires, etc. Et en même temps, bien économiquement, c'est jouable. Si on pense usage, et non pas matériel ou heure. On se fait un rôti, là 1, 2, 3... Ça clignote là. Bon, je continue. Ok. Alors, un modèle économique durable, on va le faire avec la question de la raison d'être. On va aller chercher les enjeux de performance et les enjeux fins. Là, vous avez un expert de la détection des enjeux fins avec Sébastien. On va vraiment focaliser sur les ressources immatérielles. On va aller voir les impacts positifs et négatifs qui ne sont pas monétisés, qui n'ont pas de relation d'argent. Ça porte un petit nom compliqué, ça s'appelle les externalités. Donc les externalités positives, induites et générées. On va travailler sur ces externalités et on va travailler à la fin sur la contractualisation. C'est, bon, alors, avec le client, qu'est-ce qu'on fait? Et plus on peut intégrer le client, mieux ça se passe. Et pour ça, il va falloir être OK avec les principes, je voulais dire, non, c'est marqué en bas, parce que de l'effectuation.
Les quelques principes de l'effectuation, c'est qu'il y a un moment, et là vous allez entrer dans un système où vous ne pouvez pas tout prévoir et tout prédire. Heureusement, il n'y a pas d'expert comptable dans la salle. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas forcément faire des plans ou des banquiers. Donc, comment ça fonctionne? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, évitez de faire trop de plans sur la comète. Allez-y, passez en mode action. Fonctionner en système de perte acceptable. C'est ce que font pratiquement tous les dirigeants. C'est des principes développés par Sarasvati. Ce n'est pas des grands malades qui font n'importe quoi et des grands téméraires. Non, ils peuvent. On fonctionne tous en système de perte acceptable. Fonctionner, ce qu'il appelle la limonade, c'est tirer parti des surprises. Ah, tiens, je n'avais pas prévu ça, oui, on y va, etc. Parce que la petite histoire de Michelin, j'aimerais bien un jour savoir, tu as discuté avec le bureau de consultants qui les a accompagnés pendant 15 ans, je remets une notion de date quand même, pour arriver à là, pour savoir quelle surprise pour arriver à, tiens, et si on vendait du kilomètre parcouru. Et enfin, le patchwork fou, savoir s'entourer. Qui je connais, comment je fonctionne. Et du coup, ça questionne la question du pilotage, parce que normalement, on nous dit « je dois tout prévoir pour pouvoir contrôler ». Or, toutes les recherches de Sarasvati sur l'effectuation, je vous invite à le regarder, c'est très simple, c'est très abordable. Si vous allez vous taper le mot « effectuation » sur Internet, si vous ne le connaissiez pas, c'est très abordable. Et c'est de se dire, en fait, est-ce que vous pouviez imaginer, il y a 20 ans, là où vous êtes aujourd'hui, votre poste, ce que vous faites, etc. Pour la plupart d'entre vous, probablement pas. Or, si vous vous retournez, vous savez exactement à quel moment vous avez pris quel choix. À quel moment vous n'avez pas accepté des pertes acceptables, ou accepté. Où vous avez combiné des liens, etc. Donc, normalement, on doit être dans la prédiction, je dois prédire pour pouvoir contrôler. L'effectuation, cette posture-là nous dit, je peux tout contrôler sans rien prévoir. Et donc, il y a une forme de lâcher-prise et d'expérimentation que l'on essaie d'accompagner dans ce sujet d'effectuation. Et bien sûr, prendre le temps. Prendre le temps par la coopération. Et là, vous pourrez échanger entre vous. Qu'est-ce que vous entendez par coopération? Ce n'est pas la coordination, ce n'est pas la collaboration, ce n'est pas la compétition, comme on l'entend aussi. Voilà. Donc, vraiment être à l'écoute de l'autre, en comprendre ses contraintes, l'inviter à venir sur notre territoire. Et c'est pour ça qu'il est très très urgent de commencer à se pencher sur ces sujets-là, parce que vous l'avez compris, c'est une question de pulsation pour soi-même, parce qu'il y a des moments, on l'a dit, on est ridicule, où on devient dangereux, où c'est pas forcément simple, on a des moments où on a très envie d'y aller, puis on revient en arrière, etc. Et pour les équipes, c'est pareil. Il y a des épuisements, donc cette pulsation-là, elle est très importante, et c'est pour ça que comme ça va prendre du temps, ben, il n'est pas trop tard pour s'y mettre maintenant. C'est plutôt... Merci pour ces premiers passages, et donc je vais vous proposer quelque chose juste pour la suite. Et bien c'est, juste avant de passer dans les questions, c'est de retrouver votre petit groupe de super storytellers de Wiki en plus. Pendant 5 minutes, qu'est-ce que ça vous a dit là? Qu'est-ce que ça vous fait? Et en quoi ça vous parle? Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu? Est-ce que ça génère des questions? Voilà. Juste 5 minutes de partage entre vous sur ce que vous avez entendu ce soir, que ce soit les intervenants ou la partie que je vous ai présentée. Et je reviens tout de suite. Donc c'est parti pour 5 minutes.
Ok. Alors on va pouvoir passer aux questions. Alors est-ce que je suis très heureux de vous lever la main si vous avez fini de discuter. Alors, déjà, je tenais à vous remercier pour la très grande attention que vous m'avez accordée. Là, j'ai échangé avec elle en disant que j'étais honoré de votre attention. Est-ce que, du coup, ça vous a interpellé, posé des questions pour vos organisations auxquelles éventuellement je pourrais essayer de répondre, ou peut-être les uns ou les autres? Je me permets par rapport à l'intervention sur la raison d'être, où tu parlais de monter et puis par un moment d'être trop haut et de redescendre, nous c'est quelque chose qu'on a vécu quand on a défini la nôtre. Et en fait, à partir du moment où vous donnez votre raison d'être à quelqu'un et qu'il vous répond tout simplement « bah oui, c'est clair », et bien là, vous savez que vous êtes dans votre raison d'être, vous êtes dans ce que vous faites. Et du coup, à partir du moment où vous êtes aligné avec ce que vous faites, avec votre raison d'être, ça vous permet d'imaginer le futur et de voir où est-ce que vous pourriez aller plus loin plus tard parce que vous êtes bien ancré sur ce que vous êtes. Merci beaucoup pour ce complément de la fin et puis cet indicateur. En tout cas, l'enjeu de l'efficience économique, c'est de mettre en cohérence la boîte, ce que je fais vraiment et sa raison d'être. Et c'est tout l'enjeu. J'annonce quelque chose, ok, maintenant il va vraiment falloir que je le fasse, et ça va transformer mon modèle économique. Pour toi, Betty, c'est déjà en cours. Pour moi, ça a été fulgurant, et donc on continue de changer et d'avancer toujours. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il pouvait exister des différences entre des métiers plus dans l'industrie, dans la production et dans le service. Et j'aurais aimé savoir si dans le service, l'approche est strictement la même ou s'il y a des spécificités, des particularités dans votre approche par rapport au métier du service. Non, l'approche est exactement la même. La réflexion sur l'innovation va être la même dans la mesure où les solutions, elles ne sont pas là, pas présentes, elles ne sont pas données directement. Et la réflexion sur l'efficience économique, elle va être identique, c'est juste qu'en français, on a le même mot, service et service. On est une entreprise de service et on va réfléchir à un modèle serviciel. Alors on se dit, puisque je suis dans le service, j'y suis déjà. Oui, mais non, en fait, on vend des heures, ou on vend des forfaits, ou je ne sais pas quelle est votre activité, si elle est dévoilable. Le conseil. Le conseil. Et donc, dans le conseil, on va plutôt vendre les jours, la plupart du temps. On peut éventuellement vendre des forfaits, on peut très bien après vendre des parts, des prises de parts capitalisées. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais à quoi ça sert de conseiller? Pourquoi faire? Et là, on va commencer à se dire, en fait, je sers à quoi? Comme nous disait Betty, qu'est-ce qui manquerait au monde si je n'existais pas? Oui, il y a une question par là-bas. Oh. Non? Oui, c'est le monsieur avec le pull orange. Juste une chose, l'analyse fonctionnelle, c'est un truc dont on parle quand même depuis une bonne cinquantaine d'années, enfin en tout cas, la coopération, on parle aussi depuis longtemps. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez apporté,
c'est le fait de mettre l'analyse fonctionnelle, la fonctionnalité et la coopération dans un secteur économique qui est celui qui est nôtre, celui de l'entreprise. Et je trouve que c'est ça, de la même façon qu'on disait que Gutenberg avait vu un pressoir et imaginé le saut de la chevalière et avait mélangé ces deux idées-là pour faire une véritable innovation. Eh bien, ce que je trouve très innovant, c'est de pouvoir faire de l'analyse fonctionnelle à plusieurs dans un terrain économique. Quand je dis plusieurs, c'est toutes les strates de l'environnement. Voilà. Donc, alors, merci de préciser parce que, en fait, le nom il est nul. Économie de la fonctionnalité de la coopération. Par exemple, vous connaissez sans doute l'économie circulaire. Tout de suite, ça parle, on a des choses qui vont derrière, et c'est ceux qui se lancent dans l'économie circulaire, c'est déjà un super pas, même si on reste sur une logique de volume, mais c'est déjà un super pas de se dire, tiens, je me mets en circularité, etc. Et il y a une grande différence. Parce que les gens parlent souvent, ah oui, tu fais de l'économie de la fonctionnalité. Non, je fais de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Le et de la coopération, ce système-là qui a été créé notamment par Christophe Sampels et Christian Duterte. Donc Christophe Sampels, c'est celui qui a créé Matera et qui nous a formés, c'est le fameux chercheur. Et donc, ils ont associé ces deux mots-là, mais ça veut dire autre chose. Et c'est pour ça qu'on est parti ensuite sur l'efficience économique. Voilà, c'est ça que l'on cherche. Et l'efficience économique, on va chercher cette question à travers, par exemple, l'efficience sociale, la question de la coopération. Et effectivement, la coopération, parce que nous, faire juste de la fonctionnalité et faire de la thune dans un modèle volumique, chez Matera, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas là-dedans. Chacun peut aller innover avec des modèles. Ce qu'on veut, c'est quand même réfléchir à un monde durable, qui soit beaucoup plus puissant. Et quand on dit, voilà, je ne laisse pas la terre à mes enfants, mais je l'emprunte à eux, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et chacun d'entre vous, si vous commencez à oser et à lancer des sujets, tout seul, dans son coin, on ne va pas y arriver à 10 cabinets, une agence comme l'agence Everest dans son coin à penser tout seul son truc, on va rester dans nos boucles. Mais dès qu'on va impliquer notre environnement, comment vous vivriez mieux? Ce serait mieux pour vous. Avec la question, c'est quoi le succès dans le business pour toi? Ok, il y a la partie argent, mais ça y est, une fois que c'est fait, quoi maintenant, pour de vrai? Qu'est-ce qu'on veut y mettre derrière? Et alors là, on se découvre une énergie pour décupler l'envie de faire quelque chose, même des toutes petites. Commencer quelque chose, et je pense qu'on est tous capables d'y aller. Aurélien, j'ai laissé appeler ton équipe pour que tu les présentes, parce que ça va être important, parce que vous allez pouvoir, si vous souhaitez leur poser des questions, ils vont être un cocktail, donc ça peut être justement une occasion, quand même, de partager, de continuer les échanges. Merci, effectivement. Sébastien, Caro, si vous voulez vous joindre à nous. Alors, Matera, c'est une SIC, et puis peut-être que le mieux, Seb, est-ce que tu veux bien expliquer rapidement ce qu'est Matera, comment on fonctionne, puis il y a une petite surprise en plus. Bien, bonsoir à tous. Déjà, on remercie merci aux organisateurs de cette soirée. Donc, on a impulsé cette idée des soirées d'efficience économique il y a un peu plus d'un an. Donc, c'est la deuxième, et je crois que le nombre de participants augmente, donc c'est chouette. Matera, on est effectivement dans un statut de SIC, donc on a aussi innové dans la façon de s'organiser. Une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et aujourd'hui, du coup, on est une trentaine de sociétaires, donc ça peut être des consultants accompagnateurs comme moi, mais aussi des dirigeants comme Aurélien, qui, comme il l'a rappelé, a été vraiment le visionnaire il y a déjà 4 ans, de dire moi je veux faire ça dans mon agence de communication à Rennes, et en fait j'ai pas envie de le faire tout seul, donc je vais chercher quelqu'un qui pourrait nous accompagner, et c'est ça qui nous a amené vers Christophe Sampels, qui est donc le chercheur, un des 2 grands chercheurs en Europe qui travaille sur ce sujet-là depuis maintenant une bonne dizaine d'années.
Et donc, aujourd'hui, on la rend de plus en plus transparente, mais il y a 10 ans de recherche et des kilos de biblio. Et un jour, Christophe souvent lui disait ouais, mais c'est quand même complexe ton truc. Donc, on essaie de le simplifier et surtout de le traduire en méthode d'accompagnement, soit un peu sexy, un peu sympa, et qu'on prenne surtout du plaisir sur le chemin en fait. Et parfois, au départ, on a quelque part vendu aux dirigeants. Travaillez avec nous, vous allez bientôt avoir un nouveau modèle économique qui va tout défoncer. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein on dit des quick wins, de gains intermédiaires, de gains rapides sur le chemin, et c'est vraiment le chemin qui est beau. Donc aujourd'hui, ça a démarré à Nice, comme Aurélien l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on est présent sur 4 grands territoires. Et en ce moment, en simultané, on accompagne à peu près une 60aine d'entreprises en cours de transition. Et ça va de 1 collaborateur à 90 000. Alors on ne travaille pas avec les 90 000 en même temps, heureusement, mais on a travaillé avec des business units. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les grands groupes s'emparent de la question. Et les grands groupes, souvent, c'est parti de leurs collaborateurs qui ont dit nous, si on est encore objectivé à innover des produits jetables made in China pour inonder la planète, dans 2 ou 3 ans, on se barre et vous irez chercher des compétences ailleurs, quoi. Dans les grands groupes, c'est principalement le volet social, mais déjà d'attirer, de maintenir de la compétence qui est la porte d'accès. Et je crois que aujourd'hui, on est plutôt chez Matera dans une crise de croissance. C'est que se former à ces approches-là, ça demande un shift quand même au niveau, un switch au niveau intellectuel. Et on se forme beaucoup à la facilitation. C'est comment on rend facile ce parcours-là dans les entreprises et comment on y prend du plaisir. Et ça commence par ce qu'on vit ce soir. C'est un moment que Aurélien, avec son savoir-faire, a rendu, je crois, j'espère, sympa, agréable, ludique. Et ça commence par ça. Et comment on emmène ça au niveau de vos équipes. Voilà, donc pour l'instant sur le Grand Ouest, sur la Bretagne plutôt, on est 4 et on développe depuis janvier là, une antenne sur Nantes en Pays de la Loire. T'as d'autres choses à montrer ou... Non, c'est ça. En gros, cette démarche, voilà, ce qu'elle va produire, ce qu'elle va faire, c'est surtout un questionnement différent. Nous, on est aussi référencé organisme de formation, mais avant tout, ce qu'on nous dit les dirigeants, c'est que vous nous avez déformés. Et c'est changer de lunettes. Bien sûr, on va travailler sur l'anticipation des évolutions. Tout à l'heure, Laurent Juillat de chez Fidel nous disait finalement, il faut aller écouter les clients. Et c'est une démarche qui peut faire un petit peu peur. On n'a pas forcément complètement l'habitude. Et ça, c'est un truc de fou. C'est que tout le monde pense connaître ses clients, mais quand on dit allez les voir et pensez avoir des questions que vous n'avez pas l'habitude de leur poser, et bien là, il n'y a plus personne. Et des fois, on a un vide sidéral de quelques mois où là, je chose que du 40 fois, mais des fois, je suis obligé de foutre des coups de pied au cul pour dire mais oh, les gars, vous y allez ou vous y allez pas. Et en fait, on sait parler de son produit, mais quand on demande de l'efficience, on doit parler de ses compétences. On doit parler du patrimoine immatériel, de ses collaborateurs, de son entreprise, de son histoire. Et là, on a une forme d'humilité en France. On a du mal à faire ça, quoi. Donc, des fois, on fout des coups de pied au cul, des fois des carottes, des fois des bonbons. Enfin, on a toute une ribambelle de petits outils comme ça qui font qu'on y va. Et aussi le collectif, les dynamiques collectives nous aident à ça. Donc on y met de la douceur, mais au final c'est puissant et ça décape un peu, ça décale le regard, ça décale l'entreprise. Donc il peut y avoir quelques effets secondaires. Donc là on a aussi quelques pansements parfois à mettre. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, faut le savoir. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Et je crois que dans ce qui a été dit ce soir, il y a cette notion d'ouverture, de faire ensemble, de confiance. Nous, on est très sûr de la manière dont on va chercher avec vous, dirigeants. Par contre, on ne sait jamais au départ ce qu'on va trouver. Et ça, c'est le fun, et on a la chance de faire un très très beau métier pour ça. C'est qu'on va chercher avec vous. Donc, on n'est pas des conseillers,
On n'est pas des coachs, on est des facilitateurs. On va faciliter les recherches pour trouver quelque chose. Et comme dirait Betty, on ne sait pas encore quoi, mais ça a l'air quand même pas mal. Et il y a des steps où on se rend compte que ça va. Ça y est, à un moment donné, le petit fil qui était tout dessus au départ grossit, et puis on arrive à embarquer ces parties prenantes. Et c'est cool. Christophe Sampel, ce que je disais tout à l'heure, il a beaucoup de biblio, il a des trucs parfois compliqués, même nous on a encore du mal à comprendre. Alors il a dit, Christophe, comment tu rends ça plus simple? Et il a eu l'idée de faire une BD qui s'intitule Le modèle économique de demain. On a de très bons retours dessus. Bien, putain, ce que tu essayais de nous expliquer depuis 3 mois, on l'a compris en une soirée en lisant la BD. Donc j'ai envie de prendre quelques exemplaires dans la salle pour les offrir à nos témoins qui nous ont partagé leur beau parcours, partant de leurs convictions personnelles, et ça c'était vraiment chouette parce que c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes qui à un moment donné se dire ok, j'ai envie de faire ce pas de côté, peu importe qui je suis, la taille de ma boîte, quoi que ce soit, et j'ai envie de m'engager. Et donc, c'était cadeau, ça sera pour vous. Pour les autres, c'est pas cher, mais ça sera un petit peu payant quand même. Et au niveau du cocktail, on va avoir un petit espace. Donc, si vous en voulez, elles sont dispo. Et on ne les trouve pas sur Amazon. Donc, du coup, l'Amazon ici, c'est ce soir. Et puis pour ceux qui n'aiment pas lire ou qui après le bouquin auraient envie d'en savoir un petit peu plus, je crois que ici les organisateurs ici du territoire ont voulu vous proposer un after. Et du coup je vais laisser Caroline qui est notre collègue chez Matera, qui est vraiment la tisseuse de liens, parce que vous avez vu, on crée des liens. Et elle, en fait, dans sa tête, Caroline a une toile d'araignée malade et elle fait des connexions, des liens avec tout le monde. Elle aide des entreprises à travailler ensemble. Et puis, du coup, aussi des petits occultes de temps pour nous faire avancer. Donc, on est assez complémentaires, vous l'avez compris. Donc, Caroline, qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite? Merci pour le partage de volet. Tout va bien, ça va. Je vois qu'il y a peut-être une petite faim qui commence, le cocktail qui va arriver. Effectivement, vous avez entendu plein de choses aujourd'hui et on a réfléchi avec les organisateurs de cette soirée à une suite possible pour ceux qui veulent, ceux qui ont envie. Ça a titillé chez vous, dans vos entreprises, dans vos organisations, des choses, vous avez envie d'en savoir plus et d'aller plus loin. Il y a des initiatives qui existent. La première initiative, c'est le Club Totem qui est à Saint-Brieuc. Vous êtes du coin, vous connaissez sans doute. Si vous ne connaissez pas, il y a une personne qui est ici qui est Mathilde Tardivet, peut-être que je peux te lever pour ceux qui ne connaissent pas, qui peut être une référence et qui propose toute une série d'actions pour les entreprises en termes d'innovation, de développement durable, parmi lesquelles il y a un atelier sur l'EFC que nous animons le 16 juin. Si vous voulez pousser la réflexion sur la raison d'être, sur l'efficience économique, tous ces grands éléments que vous avez vus pendant 1 heure avec Aurélien, le 31 mars à Saint-Brieuc aura lieu une journée d'initiation pour vous approprier les fondamentaux de ces éléments-là et repartir avec quelque chose de concret, une esquisse de modèle éco pour votre structure. Si vous voulez en savoir plus, on peut en parler au cocktail, n'hésitez pas à nous questionner là-dessus. Et voilà ce que j'avais à vous dire ici. Bon, retour, je pense que tout le monde est peut-être un petit peu affamé dans le passer au cocktail. Par contre, avant de partir au cocktail, pour la communication, c'est quelque chose d'important. Je vais demander de venir sur scène donc des organisateurs qui ont participé à cette soirée. Et puis, je vais vous demander d'applaudir aussi à Gaël qui a fait essentiellement le travail de l'organisation. C'est très important. Donc, les organisateurs, je vais demander à nos 3 témoins aussi de nous rejoindre. Nos 3 témoins qui sont encore dans la salle, ils sont pas partis. Et puis, nos sponsors également. S'ils peuvent venir pour la petite photo de souvenir, pour les réseaux sociaux, tout ça, parce qu'on va parler de la communication, mais c'est des choses aussi importantes dans le monde de l'entreprise. Et il faudra juste un photographe. Voilà, le photographe est là. Et puis après, on va passer au cocktail. Ah oui, Tony a un petit mot encore à nous dire avant d'aller. Bon, c'est bon, Erwan, sur la photo? Regardez par là-bas. Et 10.
Merci à vous. Donc, pour bien finir cette soirée, vous comprendrez que le cocktail laissera 0 déchet. Donc, on va dire merci à Samira Elmir de Pastilla Tempera qui nous a préparé des petites spécialités. Et Isabelle Roussel qui est caviste. Et c'était. Et hop, je suis ma caviste. Donc, voilà, buvez bien, mon avis. Tricheur.